Tout de suite, notre invité du jour. Et nous recevons ce matin Max Matienza. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Lyotte de la 3e circonscription de Guadeloupe. C'est vous qui portez la proposition de loi pour l'abrogation du Code noir. Alors ce Code noir, c'est un ensemble de textes royaux promulgués entre 1685 et 1724, textes qui codifiaient l'esclavage dans les colonies françaises. Ce Code noir, c'est vraiment quelque chose, on peut le dire, qui est assez surprenant de se dire que c'est toujours en vigueur. L'esclavage, il a été aboli de façon définitive en 1848. En 1848, nous sommes en 2026. Comment est-ce que c'est possible ? Écoutez, c'est d'autant plus étonnant que l'esclavage avait été interdit en France hexagonale, sur le territoire que l'on dit métropolitain, depuis le XIVe siècle par Charles X. Donc ça, c'est très important à noter. Deuxièmement, c'est possible parce que la question de l'esclavage était basée en premier lieu, bien sûr, sur le travail servile, mais pas n'importe quel travail servile, c'est-à-dire que c'est le travail des personnes venant d'Afrique. C'est la controverse de Valladolid qui le dit, au XVIe siècle. Il existe une catégorie d'individus à la peau sombre qui grimpent encore aux arbres comme des singes, et ceux-là, on peut les mettre en esclavage. Et c'est ainsi que l'esclavage avait déjà commencé, avait existé, mais pour l'exploitation, la mise en valeur, entre guillemets, des colonies portugaises, espagnoles et françaises, on a eu recours à cette main-d'œuvre venant d'Afrique. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même aberrant de se dire que aujourd'hui encore, ce code existe toujours. Il a fallu quand même attendre 5 républiques pour qu'enfin ce soit abrogé. Oui, alors... Enfin, il faut que la loi passe. Mais... Hier, on me faisait remarquer, durant les débats en commission, que cela fait 178 ans que l'esclavage est aboli, on va dire définitivement, puis par le décret dit Schellcher. Mais il faut savoir que l'esclavage avait été aboli une première fois en 1794 par les révolutionnaires, par la Convention. Et l'esclavage... et donc, je pense que de bonne foi, les hommes de la Révolution à l'époque s'étaient dit l'esclavage a été aboli, on ne se préoccupe pas du Code noir. Il n'empêche qu'en 1802, lorsque Napoléon décide de rétablir l'esclavage dans toutes les terres françaises, les colonies d'Amérique, etc., il ne s'embarrasse pas de modalités exceptionnelles. Il dit l'esclavage est aboli, c'est extrêmement lapidaire, l'esclavage est rétabli, selon toutes les modalités antérieures. Cela prouve que dans la tête du législateur, le Code noir était en vigueur, donc par conséquent jamais aboli. En 1800, si vous permettez, en 1848, quand le décret dit Schellcher, quand le gouvernement prend la décision d'abolir l'esclavage, et il y a, c'est pas très long, il y a quelques articles dans ce décret d'abolition, mais on se préoccupe des propriétaires d'esclaves. Parce que, n'est-ce pas, la possession, les esclaves sont leur possession, ce sont leurs biens meubles, puisque c'est ainsi qu'on définissait l'esclave. Eh bien, ils ont été indemnisés parce qu'ils avaient été privés de leurs biens, avec une évaluation par tête d'esclave. Oui, donc encore une fois, c'était les propriétaires et non les esclaves qui ont été indemnisés. Oui, parce que les esclaves étaient sujets de non-droit. Oui, comme vous le disiez, on les considérait comme des meubles. Ouais. La commission des lois de l'Assemblée nationale, vous en parliez à l'instant, hier a approuvé votre projet de loi. Ça a été approuvé à l'unanimité. Le texte va être à l'ordre du jour de l'hémicycle le 28 mai, présenté lors de la niche parlementaire de votre groupe, le groupe Lyotte. Normalement, cette proposition de loi, elle va être adoptée par les députés. Je n'ai pas de doute là-dessus, parce que hier, en dépit des nuances liées à chaque groupe, je crois que nous avons une belle, je dirais, unanimité sur la question de l'abrogation. Maintenant, donc, c'est pour ça que nous avons pu aller vite, et nous irons, je l'espère, très vite, assez vite, le 28, parce que ça commence à 9h, c'est le premier texte sur les 8 qui seront présentés, c'est le premier qui sera examiné. Donc, j'aurai l'honneur d'ouvrir en quelque sorte le bal. Et donc, j'espère trouver ce consensus que nous avons rencontré. Je crois que ce qu'il faut souligner, c'est qu'à travers les groupes, sur les bancs, à travers les groupes, il y avait quand même hier une belle unanimité. Alors, avec nos nuances, comme je le dis,
Et puis, il y a eu un moment où, après que j'ai prononcé le premier discours introductif, il y a eu un certain silence. Un certain silence, et j'ai interprété cela de deux façons. La première, je dirais, j'ai ressenti comme un certain respect, mais une forme d'horreur face à la durée de la chose, parce que, et puis, quand on sait qu'à l'époque, on pouvait disposer, le maître pouvait disposer comme bon lui semblait, et c'est ce que disait ce code, être vendu, être fouetté, être tué, bref, et comme ils étaient très loin du gouvernement dans les colonies, je veux dire, du gouvernement central, aucune règle n'était appliquée. Voilà. Et donc, le 28, je m'attends à la même unanimité. On tiendra compte des nuances de chacun, mais voilà. Abroger ce code noir, c'est une loi qui est donc très attendue, notamment par les départements d'outre-mer. Quel impact va avoir, selon vous, cette décision, et notamment sur votre département, la Guadeloupe ? Mais écoutez, cette décision va avoir, je dirais, deux niveaux d'impact principaux. Pour le premier impact, c'est que sur nous, qui sommes des descendants de personnes humaines mises en esclavage, ça change tout. Parce que nous savions que c'est la couleur de la peau de nos ancêtres qui leur avait donné, qui a permis qu'ils soient gratifiés de cette condition d'esclave. La deuxième chose, donc, il y a, je le dis souvent, je répète cette phrase, être né, puisque l'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité par la loi Taubira, donc être né dans la... Dont on fête les 25 ans. Voilà. Donc être né dans la matrice d'un crime, c'est quelque chose de vertigineux. C'est très important pour les traces du passé et nous-mêmes, pour la construction. Le deuxième élément, c'est qu'il y a quelque chose de très fort chez la jeunesse, ceux qui viennent et qui parfois sont dans des diasporas, qui sont à l'étranger, qui sont sur place. Il y a comme un ciment qui manque. Déjà, il manque les traces du passé. Donc le passé ne passe pas. Et pour combler ce vide, il y a ce silence. Et je vous prends un exemple comme effet que ça pourrait avoir. Lorsque, par exemple, on prend la décision d'épandre le chlordécone, cette molécule extrêmement cancérigène, et toutes les études scientifiques le prouvent aujourd'hui par le nombre de cancers de la prostate, cancer du sein, cancer des ovaires, etc. chez nous. Eh bien, et s'il est interdit aux États-Unis, là où il a été inventé, en tout cas, suite à un accident qu'il y avait eu, il est interdit en France hexagonale, et il y a un propriétaire ou des propriétaires de champs de bananes, de bananeraies, et qui sont les mêmes qui ont hérité de ces terres, et qui vont aller à l'Élysée, et qui vont dans un ministère, et qui vont se faire signer, il y a un ministre qui va signer l'autorisation d'épandre cette molécule dans les bananeraies et autres. Et vous savez, quand c'est dans les bananeraies, c'est ailleurs aussi, dans les cours d'eau, dans les mers, etc. Et c'est c'est l'un des éléments. Je crois qu'il faut de la considération. Aujourd'hui, on a du mal à faire entendre que de la responsabilité de l'État. Justement, vous parlez de cette responsabilité de l'État. Emmanuel Macron, il va prononcer un discours aujourd'hui, puisque nous le disions, on célèbre les 25 ans de la promulgation de la loi Taubira, qui a reconnu donc la traite négrière et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Le président français doit annoncer justement qu'il est favorable à l'abrogation de ce code noir. C'est important aussi parce qu'on sait qu'il va se rendre, et ça va être d'ailleurs sa dernière tournée dans les Antilles à la fin de l'année. C'est important que lui-même le dise de façon officielle. Mais il l'a dit chemin faisant. Je veux dire, il savait. Il y a une question qui a été posée, que j'ai posée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'issue du vote de la France devant l'ONU, où l'Assemblée générale de l'ONU, où la France s'est abstenue parce que pour une question de mots. Parce que quelqu'un a dit c'est le plus grand ou le crime le plus important de l'humanité. Je rappelle qu'on a du mal à dénombrer entre l'esclavage des Européens, mis en place par les Européens, et l'esclavage arabo-musulman, qui avait commencé bien avant, ce qu'on appelle arabo-musulman.
Tout ceci consistait à des déportations de millions d'hommes. Et je ne vous parle pas de ceux qui mouraient en chemin, de ceux qu'on jetait à l'eau et qui étaient exécutés. C'était une marchandise. Donc, nous sommes étonnés de ce vote de la France, s'expliquant qu'on ne fait pas de hiérarchie dans le crime. À chacun son crime, si je peux dire. Mais les gens de ce côté-là ont le droit de se sentir vraiment... Parce que ce sont des générations qui ont disparu. Et donc, le président de la République sent bien qu'il y a quelque chose là, un enjeu. Si nous voulons être peuple, dans un moment où les choses sont si difficiles, où il y a des guerres, de la précarité, des divisions basées sur une forme d'individualisme effréné, ce n'est pas ce que nous attendons d'une République qui veut se souder, qui veut être unie pour aller de l'avant. Alors, je crois qu'il a compris. Ce soir, c'est ce soir qu'il prononce ce discours et je serai attentif à cela. En ce qui concerne votre proposition de loi, il est prévu aussi la remise au Parlement d'un rapport gouvernemental. Que contient-il? Vous parliez notamment de l'histoire de l'esclavage, qui n'est peut-être pas assez mis en avant dans les manuels scolaires, par exemple. Donc c'est important d'avoir ce rapport qui est remis également? Oui, c'est important parce que nous avons rédigé un article premier qui est très lapidaire parce que vous savez que l'édit de 1685, ce n'était qu'un élément de base. Et à côté de cela, il y avait plein d'autres textes qui avaient été dictés au fur et à mesure, je dirais, d'ajustement, mais qui ont concerné aussi d'autres territoires, la Réunion, etc. Donc, il y a ce corpus, je dirais, qui tient, cet article qui tient un corpus pour l'abrogation. Mais il y a un article qui également parle des effets, qui sera un rapport qui devrait être remis dans les 2 ans. Alors évidemment, c'est cette partie, cet article 2 qui a fait beaucoup de débats hier en commission, dans la mesure où d'aucuns disaient, mais beaucoup de mes collègues disaient qu'il fallait parler d'indemnisation, etc. Et moi, je trouvais, dans cet article, j'ai trouvé que c'était un peu, sans occulter cette affaire-là, mais ce n'est pas dans un rapport sur une loi d'abrogation d'un article qu'on peut régler ce problème. Mais il va falloir parler de ces réparations d'une manière ou d'une autre, notamment pour Haïti, par exemple. Oui, Haïti, je dirais que c'est un cas très particulier en plus. Quand les Haïtiens ont été, je dirais, imposés, au sens où on leur a imposé de payer leur indépendance, après qu'ils aient versé tant de larmes, tant de sang, et c'était quelque chose où c'était un moment où ils étaient déjà indépendants. Mais ils ont subi un blocus, à l'image de ce que les États-Unis peuvent faire aujourd'hui. Mais ils ont payé, mais ça constitue aussi le moment où Haïti commence à se paupériser, commence à s'appauvrir, parce que c'est un pays qui n'a pas de monnaie, pas encore une monnaie véritablement, et tout se paye en denrées alimentaires, en denrées comme par exemple en café. Haïti était l'un des premiers producteurs de café au monde. Haïti était le premier producteur de sisal pour le cordage, les cordages, etc., jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et tout chacun y prélève parce qu'on n'a pas encore vraiment des inspecteurs d'impôts et ça crée une forme de... Et ça commence un peu, disons que ça donne forme à des modes de prélèvement illégaux. Oui. Mais est-ce que, selon vous, ces réparations, les générations d'avant, les générations futures, les jeunes générations, est-ce que ça fait aussi partie du processus, en fait? Oui, alors pour Haïti, c'est un prêt. Haïti a dû emprunter plusieurs fois pour rembourser cette dette et qu'elle a fini pour les territoires d'outre-mer? Mais pour nous, c'est autre chose, ça doit faire partie d'une réflexion. Il y en a qui disent, compte tenu du prix qu'on a payé par tête d'esclaves libérés aux colons, il est là. On peut l'actualiser, ça peut être actualisé en euros. 1 euro d'aujourd'hui, 1 euro. Et vous savez à combien ça s'élèverait? Vous avez déjà fait, ou vous ne voulez pas rentrer là-dedans pour l'instant? Je ne suis pas rentré là-dedans volontairement.
Et je me dis qu'il faut de toute façon une discussion, il faut un consensus, il faut réparer. Vous savez, c'est comme quand on a fait quelque chose à quelqu'un. Nous avons grandi avec l'idée, parce ils étaient noirs, ils avaient la peau sombre, c'est ce que dit la controverse de Valladolid. Il existe des êtres à la peau sombre en Afrique qui grimpent encore aux arbres comme des singes et qui vivent à moitié nus. On peut les mettre en esclavage. Donc nous sommes conscients de cette espèce de décalage et de différenciation, mais nous n'avons pas fait le calcul. Nous attendons. Il y en a qui font le calcul. Mais je suis un combattant, je me révolte contre toute forme de privation, de liberté, d'injustice, etc. Ouais. Nous faisons le boulot et un jour, peut-être, nous l'espérons, on va s'asseoir pour trouver un compromis, un vivre ensemble. Ça peut être, d'aucuns disent qu'il faut rembourser au centime près, mais à qui? À qui? Et puis d'autres disent qu'il faut une réparation symbolique. La réparation ne serait-ce que symbolique, c'est-à-dire reconnaître le fait simplement que la France reconnaisse qu'on nous a fait quelque chose. On a fait quelque chose à nos ancêtres. Et parce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait par le CM98 avec le mémorial qui sera au Trocadéro l'année prochaine. Chacun mène son petit combat pour la mémoire. Maintenant, il faut construire ces territoires. Merci beaucoup. Et voilà, madame. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Max Mathienzin, je répète donc que vous portez cette proposition de loi pour l'abrogation du Code noir.